Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le point des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, je reçois un monstre sacré. Non content d'être devenu légende du football français, il est désormais une icône de la lutte contre le racisme. Champion du monde dans l'équipe mythique qui a raflé la coupe en 1998, il a été sélectionné 142 fois en équipe de France, ce qui est un record chez les hommes. Retraité depuis 2008, il est devenu un ardent défenseur des droits humains. Vous l'avez deviné, il s'agit de Lilian Thuram. Salut Lilian. Salut. Ça va? Très très bien. Merci d'être là, c'est la première fois que tu viens sur BET, non? Oui, je crois que c'est la première fois. C'est cool, ça fait plaisir. Vraiment, merci d'être parmi nous. Merci. T'as l'air méfiant, t'as l'air... Non. Tu sais pas si tu veux dire merci, tu sais pas ce qui t'attend. T'inquiète pas. Non, j'allais dire une bêtise, parce que généralement quand on me dit merci, je dis souvent attendez la fin, on ne sait jamais. Voilà. Bon, on verra si le merci se maintient tout au long de l'émission. Alors pour commencer, je propose à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs de te découvrir à travers 5 dates que j'ai choisies. Ça te va? Ça me va. Lilian Thuram en 5 dates. Alors Lilian Thuram, on va commencer par le commencement. Tu es né en 1972 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et tu as grandi à Anse-Bertrand. Est-ce que tu peux nous parler de cette belle ville dans laquelle tu as grandi? Alors tout d'abord, je suis né le 1er janvier 72. C'est vrai? Je suis le premier enfant né en Guadeloupe en 1972. Ben, l'année commençait bien? Ben, ça dépend pour qui. Pas pour ma maman. Bon, Ah ouais. Je suis né à Pointe-à-Pitre, effectivement. J'ai grandi à Anse-Bertrand. Et en fait, Anse-Bertrand, pour moi, c'est mon paradis. C'est vraiment l'endroit où je suis plus que heureux. J'ai l'impression d'être moi-même. Et j'ai beaucoup de chance de grandir à Anse-Bertrand parce que j'ai eu la chance d'être libre. Parce que l'éducation était faite par tout le village. Donc, effectivement, tout le monde savait que j'étais l'enfant de Mariana. Et donc, à chaque fois que je faisais une bêtise, c'était « Attention, Lilian !» Ça arrivait souvent? Ouais, ça arrivait souvent, c'est normal. D'ailleurs, lorsqu'on est enfant, c'est bon signe quand même. Ça nous permet de grandir. Et c'est vrai que vraiment, ce qui était très intéressant, c'est que tout le monde se connaît dans le village et tout le monde prenait soin de tout le monde. Et est-ce que tu connais l'acteur Dominique Bernard? Non. Non, parce qu'il vient aussi de Anse-Bertrand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comme toi, et surtout, vrai oui, c'est vrai. Il a joué dans la pièce de théâtre Le Temps suspendu de Thuram, de la dramaturge Véronique Canor. Ah, mais bien sûr, je le connais. Le nom ne me disait pas, mais Ouais. oui, je le connais, bien sûr. Ouais, Bien sûr. mais parce que c'est voilà, une autre personnalité qui vient de ce petit coin de paradis. Écoutez, en fait, les Ansois sont réputés pour être des gens extraordinaires. D'accord. C'est pas parce que je suis Ansois, je le dis. Hein. Ça n'a aucun rapport, Non, c'est ça un n'a aucun hasard rapport. total. Certains disent que c'est le centre de l'univers. C'est vrai? Ouais. Et ah ouais, donc il y a une concentration, il y a des super-héros qui naissent. Ouais, voilà. Alors la suite, c'est 1981. Tu arrives en France hexagonale, tu as 9 ans. Alors je ne sais pas si tu préfères qu'on dise hexagonale ou métropolitaine, ça c'est un débat. Moi, pour dire la vérité, lorsqu'on est en Guadeloupe, on dit qu'on est arrivé en France. D'accord. Ouais. Ok, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que du coup, on se dit que quand on dit ça, ça exclut la Guadeloupe. Non, parce que ça n'a rien de négatif. C'est-à-dire que quand ma mère nous a dit on va aller vivre à Paris, elle nous a dit on va vivre en France. Ouais. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes sur une petite île, vous êtes loin, voilà, vous êtes loin. Et donc la France, pour vous, c'est la France où il y a Paris, Marseille, voilà. Il n'y a rien de négatif en tout cas. Donc avec tes frères et sœurs, vous rejoignez votre mère qui travaille depuis 1 an comme femme de ménage. Quelle a été ta première impression quand tu es arrivé Tu es arrivé où? Je suis arrivé à l'aéroport, Ouais. déjà. Non, mais pourquoi je dis l'aéroport? Parce qu'en fait, ça a été l'endroit qui m'a impacté rapidement et totalement. C'est-à-dire que beaucoup de monde. Il y avait un tapis roulant énorme. Ouais. Et donc, je me disais, comment ça se fait? Les gens, ils restent sur place, ils bougent. Qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Après, je sors de l'aéroport, là aussi, énormément de voitures. Et puis, tout au long du chemin, je me posais des questions en me disant, c'est bizarre, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une tour Eiffel, et là, j'en vois beaucoup. Et donc, je prends mon courage, je dis, c'est la tour Eiffel, ça? Elle me dit, non, c'est des pylônes électriques. Oui, parce que... Ah oui, toi, tu t'as projeté dans, les pylônes. Oui, parce qu'effectivement, aux Antilles, des pylônes aussi hauts, il n'y en a pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'était une nouveauté. Et donc, on a pris la direction pour aller à Bois-Colombes. En banlieue parisienne. Voilà. Et c'est aussi la France hexagonale ou la France tout court, hein, si tu veux l'appeler comme ça. C'est l'endroit où tu as découvert que tu étais noir.
Oui, effectivement, en fait, c'est à l'âge de 9 ans, dans la classe de CM2 à Bois-Colombes, où j'ai découvert que j'étais noir. Parce qu'en fait, certains enfants m'appelaient la Noiraude. Alors, la C'était le Noiraude, c'est un nom dessin animé des années 70 avec une vache qui était stupide qui était et qui était stupide, noire. ouais, qui appelait toujours le docteur et qui Ouais. était noir. Et en fait, ouais, c'est là que j'ai découvert que j'étais noir. Et j'ai Wow. découvert aussi que être noir, c'était être négatif dans la tête des enfants. Et donc, moi, je me souviens, je rentre à la maison, je demande à ma mère, en fait, pourquoi les personnes noires sont vues de façon inférieure. Et elle m'a donné une très mauvaise réponse, je dois avouer, pour un enfant de 9 ans. Elle m'a dit, mon chéri, c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer. Je dis très mauvaise parce qu'en fait, c'était une fatalité Ah ouais. et que tout le monde était raciste. Et donc, en grandissant, j'ai essayé de comprendre le pourquoi du racisme. Heureusement, ça t'a pas découragé. Et Non, ça ne m'a pas découragé, ça m'a donné envie de comprendre le pourquoi. Pourquoi, en fait, ces enfants de couleur blanche se pensaient supérieurs à moi, voilà. Eh ben, en tout cas, et elle le pense toujours, ta mère, que les gens ne vont pas changer ou ça, elle a évolué depuis? Bah, elle a évolué de plus parce que moi-même, je l'ai éduquée sur le sujet. C'est bien. Mais elle sait que ça va être compliqué. Ah ça, je pense Voilà. qu'on est tous d'accord là-dessus. S'il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est que c'est pas un travail facile. Mm. Alors, je devais choisir 5 dates dans ta vie, mais vu ta carrière illustre, c'est un peu compliqué de s'arrêter à chaque étape. Donc, je vais sauter directement en 1998. Tu sais pourquoi je choisis Aucune idée. cette date? C'est une année magique, hein, on l'a dit, tu as été sélectionnée 142 fois en équipe de France, record pour les hommes, mais c'est Sandrine Soubeyran de l'équipe de France féminine qui détient le record de France. Hein. Désolée, Lilian. Hein. Mais il n'y a pas à être désolé. Hein. Non, mais oui, parce que tu n'es pas le meilleur, tu n'es pas voilà, le plus capé de ce point de vue-là. Pendant cette Coupe du Monde, tu as marqué 2 buts. On pourrait dire seulement, mais en réalité, ce sont 2 buts qui sont entrés dans la légende, puisqu'ils ont permis la qualification victorieuse de la France. Tu as été considéré pendant ce tournoi comme le meilleur arrière-droit. S'ensuit la victoire de cette Coupe du Monde qui a littéralement retourné le pays. On s'en souvient pour ceux qui étaient notamment sur les Champs-Élysées. C'était mon cas. On ne te fera pas raconter une énième fois tes impressions. Est-ce qu'on pourrait parler de cette deuxième Coupe du Monde qu'on vient de remporter là l'été dernier, en juillet 20 ans après, toi, le double buteur face aux Croates en demi-finale du Mondial 98, tu es venu féliciter l'équipe de France de sa victoire contre la Croatie. Tu t'es déplacé, hein, tu es allé en Russie. Il y a un joueur qui t'a rendu un hommage très émouvant, c'est Paul Pogba. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, je sais pas, parce que vous avez vu la vidéo, c'est ça? Oui. Tout le monde a vu cette vidéo, en Bah fait. oui, tout le monde l'a vu, tu l'as pas vu, toi? Non. Mais là, j'étais là-bas, parce qu'en fait, c'est Ouais. ma femme qui a filmé ce moment-là. D'accord, Voilà. d'accord. Et donc, ouais, c'était très émouvant. C'était beau, hein. De C'est un les passage de voir si heureux et si respectueux, en fait. Parce que très souvent, on a tendance à croire que les jeunes ne sont pas respectueux des plus anciens. Et là, lors de la finale, Marcel Desailly, Laurent Blanc, d'autres, nous sommes descendus féliciter les joueurs et c'était très, très émouvant. Voilà. C'était très beau. Tu t'es vu dans ces joueurs 20 ans plus tôt? Pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué lorsque vous êtes ancien joueur et que vous regardez les joueurs aujourd'hui, vous vous dites comment ils font pour courir autant. C'est vrai? Ah ouais, ouais, ouais. Parce que... Parce qu'on est vieux. Donc c'est maintenant c'est compliqué. Je Quoi. voulais pas être indélicate. Non, c'est la vérité. On n'arrive pas à se projeter. C'est pour ça qu'en fait. Oui, mais non, tu te non. souviens de ce que tu pouvais faire il y a 20 ans? Ouais, mais justement, on se dit qu'on peut plus le faire. Donc Ouais. on prend de la distance et on est très heureux justement que l'équipe de France ait pu gagner. On est très heureux parce que l'équipe de France aujourd'hui a 2 étoiles sur son maillot. Ouais. Et c'est beau parce qu'en fait, vous vous dites que vous avez inspiré ces jeunes joueurs quand ils étaient enfants. Ouais, Voilà. ça c'est fou. Et il y en a un qui était même pas né. Sans vouloir t'offenser. Ah, pas du tout. Ah, vous savez, J'ai vu le silence là ah qui non, m'a accueilli. moi je trouve que vieillir, c'est une chance extraordinaire. C'est vrai. Voilà. Bah, ça te permet de nous raconter ces 20 dernières années, par exemple. Ouais. Alors, on va poursuivre dans l'avancée. 2008, c'est à la fois ta retraite, c'est aussi, donc tu as 36 ans, hein, tu reprends ta retraite, mais tu crées aussi la fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme, dont on a fêté les 10 ans il y a quelques mois, dont on en reparlera plus en détail dans la deuxième partie de l'émission. Son expérience personnelle qui t'a motivé à créer cette fondation, puisque c'est vraiment contre le racisme. Effectivement, c'est la découverte que je suis noir à l'âge de 9 ans. Qu'est-ce que ça signifie d'être noir? Et tout au long de ma carrière, je me suis toujours posé des questions. Et lorsque j'étais joueur, on me demandait d'aller dans les écoles pour parler de ces sujets-là. Et donc, ça m'a paru
Ouais, une évidence d'essayer de me servir de ma notoriété pour questionner la société sur ces sujets-là. Tu as aussi joué en Italie, tu as fait une grande partie de ta carrière en Italie et 10 ans. voilà, c'est très long. C'est un pays dans lequel on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'expressions racistes lors des matchs. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressentais? Est-ce que ça t'a donné plus d'acuité par rapport au racisme, le fait de passer du temps là-bas? Tu as expérimenté des choses aussi, j'imagine? Bah, effectivement, de toute façon, lorsque vous êtes noir, vous expérimentez Oui. pas mal de choses sur les couleurs de peau. Donc, en étant en Italie, déjà à l'époque, sur certains stades, il y avait des gens qui faisaient le bruit du singe, déjà à l'époque. Ouais. Parce que moi, je suis arrivé en Italie en 1996, je crois. Et donc, déjà à l'époque, il y avait ça. Et donc, ça m'a permis aussi d'analyser un petit peu comment on évitait le problème. Parce qu'en fait, c'est ça qui est très intéressant. Dans les sociétés où est-ce qu'il y a du racisme envers les personnes noires, très souvent, on évite de discuter des On sujets. n'en parle pas. Ouais, On voudrait croire que ça n'existe pas. Ouais. Et donc, ça m'a permis aussi d'observer mes coéquipiers, d'observer la société italienne, d'observer les journalistes. Et donc, ça m'obligeait aussi d'avoir une stratégie dans la façon d'aborder les sujets pour essayer de dire aux gens, non, il ne faut pas éviter les problèmes. Mais ça ne les gênait pas parce que si on évite, c'est souvent parce qu'il y a de la gêne. Est-ce que toi, en essayant de les confronter à ce sujet-là, tu ne crées pas des malaises? Ouais, mais c'est bien de créer le malaise. Je pense que d'ailleurs, il faut toujours créer le malaise Oui. pour essayer d'affronter les choses, pour pouvoir grandir. Mais c'est vrai qu'effectivement, de toute façon, dans tous les cas de racisme, en fait, souvent, on va qualifier les gens de stupides ou de pas éduqués. Alors qu'il faut quand même essayer de comprendre que le racisme, c'est un racisme structurel. Oui, c'est une histoire. Bah ouais, c'est lié à une histoire et que je dirais que malheureusement, je pense que c'est dans l'ADN de certaines sociétés. C'est très, très juste et c'est intéressant justement d'explorer les racines historiques du racisme. On va passer à 2010. Tu avais déjà signé des préfaces, mais c'est ton premier livre qui paraît, qui s'appelle « Mes étoiles noires de Lucie à Barack Obama », dans lequel tu dresses les portraits de figures noires qui ont marqué l'histoire et qui comptent à tes yeux. C'est un immense succès, hein, c'est un best-seller. Quel était le message que tu voulais adresser à travers ce livre? Mais en fait, l'idée du livre, c'est avant tout, lorsque j'étais joueur de foot, très souvent les enfants venaient me demander des autographes et moi, je leur posais une question en leur disant, voilà, dites-moi la première fois que vous avez entendu parler de l'histoire des populations noires dans votre cursus scolaire. Et très souvent, pour ne pas dire dans la totalité des cas, les enfants me répondaient l'esclavage. Et donc je me suis dit, si les gens pensent que l'histoire des populations noires commence par l'esclavage, c'est tout à fait normal qu'ils aient une image négative des personnes noires. Et donc l'idée, c'était justement emmener à montrer des hommes, des femmes, pour raconter une histoire plus complexe. Parce qu'encore une fois, c'est un grand danger de penser que l'histoire des populations noires commence par l'esclavage. Absolument. Et tu penses que la représentation des Noirs dans la littérature et la culture générale en France est insuffisante encore aujourd'hui, en qualité, en quantité? Bien évidemment. Mais encore une fois, c'est assez compréhensible parce que les sociétés européennes sont renfermées sur eux-mêmes. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que moi, je suis antillais. Par l'espace où je vis, il y a une créolisation, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire autour de vous, Oui. dans la même famille, par exemple, dans ma famille, il y a des gens de couleurs différentes. Oui. Oui, Vous par voyez, du fait mes fils, ils ont des couleurs différentes. Et donc, en fait, il y a une mixité de cultures. Et effectivement, ça vous permet d'avoir une vision peut-être différente et plus ample, plus complexe du monde. Et effectivement, en Europe, ce n'est pas le cas parce que en Europe, d'ailleurs nous sommes des Européens et très souvent il faut faire attention parce qu'on a l'impression d'être le centre du monde et que les autres ne peuvent rien nous apporter. J'ai un questionnaire à te soumettre. Ça fait peur. Ouais. Des questions, je Tu as suis obligé d'y raison d'avoir répondre ou pas été obligé. En plus, il faut y aller du tac au tac là. Oh mon Dieu, ça Tout me de fait suite, peur ça. le questionnaire de pivot pour Lilian Thuram. Alors Lilian Thuram, on l'a vu, tu connais le poids des mots. Cet exercice devrait donc te parler. Je
je te propose de te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, journaliste, écrivain et animateur qui a marqué les années 80 avec son émission littéraire qui s'appelait Apostrophe, où se bousculait le tout Paris culturel de l'époque. C'est une adaptation du questionnaire de Proust qui a même traversé l'Atlantique, qui a été posé à d'immenses personnalités comme Robert De Niro ou Al Pacino. Non, et oui, c'est pas vrai. Et oui, et maintenant c'est ton tour, Lilian. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors Lilian, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré. Ça me permet de réfléchir tout ça. Amour. C'est très beau. Le mot que tu détestes? Le mot que je déteste. Mort. Quel est ton plat préféré? Très facile. Le colombo. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Mais comment? Qui ne connaît pas Moi, le colombo? Moi, je connais, mais on ne sait jamais. Il y a des gens qui ne connaissent pas le colombo. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il faut les inviter à Anse Bertrand. Ah, mon Dieu. C'est à base de curry. Et en fait, c'est le plat traditionnel aux Antilles. Il y a du massalé, on peut le faire au poulet, on peut le faire avec d'autres viandes. Et en fait, ces épices-là viennent d'Inde. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, il y a eu pas mal de personnes venues d'Inde qui sont venues aux Antilles. D'accord, voilà. Donc c'est l'influence de toutes les cultures. Exactement. Eh ben, ça donne envie de déguster un colombo, ça. Quel est le son, le bruit que tu aimes? C'est quand ma femme chante. On va dire ça. Et je confirme, elle chante très très bien. As-tu entendu déjà? J'ai déjà entendu chanter, ouais. J'ai déjà entendu. Je fais partie de ces privilégiés qui l'ont entendu chanter. Quel est le son, le bruit que tu détestes? Les bruits que certains font sur un stade de foot. Ouais. Joueurs noirs. Ouais. On est d'accord là-dessus. Ouais. Quel est ton juron, ton gros mot ou blasphème favori? Sincèrement, j'en ai pas. C'est vrai que tu n'es pas du genre à dire des gros mots, toi? Non. Il n'y en a pas un que comme ça, quand tu es énervé, qui vient... Non, c'est pas mon truc. Toi, tu es dans la maîtrise, quoi. Bah, je sais pas si je suis dans la maîtrise, mais je m'énerve. Ouais, mais sans dire de gros mots. Ouais, sans dire de gros mots. Tu t'énerves poliment. D'ailleurs, non, on peut s'énerver sans dire de gros mots. Hein. Ça arrive. Ouais, Alors, homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Madame Taubira. Bon choix. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Routier. Je déteste conduire. C'est vrai? Ah ouais, je déteste Ah ouais. ça. Faire des heures et des heures dans un camion. Ouais, ça t'aurait pas fait vibrer. Bah, en fait, j'aurais été un danger pour tous ceux qui sont sur la route. On va l'échapper belle. Voilà, c'est ça. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Bon, j'aime bien les oiseaux. D'accord. Ouais, un oiseau en particulier? Non, pas un oiseau en particulier. Là, je pense à l'aigle, mais même pas. Dernière question. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort qu'il te dise? Ou elle te dise, puisque on va sortir des clichés. Exactement. Si Dieu existe et que j'arrive devant lui, j'aimerais qu'il puisse me dire que, tu vois, ton frère t'attend. Voilà. Ça, je pense que, ouais. Merci pour cette belle confidence. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. On espère que tu viendras nous parler de tes prochaines actualités également. Mais ça a été un grand plaisir et dès que vous m'invitez, j'arrive. Eh ben, c'est bon à savoir. BET Talk, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours avec un nouveau ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, je vous laisse avec le meilleur de la culture noire américaine sur BET. Salut!